Il y a 5 ans, le premier épisode de CGM était mis en ligne. Mais saviez-vous que CGM était en réalité un projet datant de bien plus longtemps, que la forme actuelle de l'émission n'était pas du tout celle envisagée à la base, qu'il y a eu 3 versions du premier épisode, ou que, des fois, s'ennuyer en cours peut vous amener un jour à rencontrer vos idoles. Tout cela et bien plus encore, vous le saurez dans ce premier making-of de CGM, l'émission qui revient pour vous sur les origines de l'image de synthèse au cinéma. CGM est né ici, pendant mon année de terminale, à une époque où les téléphones portables se limitaient à un écran couleur de 128 par 128 pixels, difficile pour eux d'aller sur internet ou alors sur le WAP, l'ancêtre de tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur les smartphones. Du coup, comment s'occuper pendant ces intercours? Eh bien, en faisant des listes, notamment sur les fameux l'agenda l'étudiant que tout le monde possédait à l'époque. Mais une liste, ça ne fait pas une émission. Suite à l'obtention de mon bac cette année-là, je commence à me mettre plus sérieusement sur le sujet en épluchant divers sites spécialisés, mais aussi en publiant des posts sur quelques forums, comme feu le démon du rire de Durandal. Alors à l'été 2002, j'ai monté mon premier site web qui s'appelait le Démon du Rire, qui était un site de parodie, de saga MP3, de vidéos, etc., de détournement. Le site a pas trop mal marché, je faisais ça avec mon meilleur ami de l'époque, et au bout d'un moment, on s'est lancé avec un forum, le forum qui a été le début d'une petite communauté du Démon du Rire qui commençait à se faire à l'époque, c'était les premiers pas d'internet, hein. Et sur ce forum, donc, je suis tombé sur un certain Gorkab, et donc un jour, il a commencé à poster un truc sur le forum à propos du CGM Project, qui s'appelait à l'époque le CGM Project, maintenant c'est CGM parce que c'est plus un projet, c'est sorti, mais j'ai encore du mal à m'en défaire, je vous l'avoue, parce que moi, ça m'a marqué à ce moment-là. J'étais vachement intéressé parce que on était, donc c'était en 2005, apparemment, et les effets spéciaux étaient pas encore si courants que ça. On n'était pas encore si habitués que ça. Ça avait commencé en 93 avec Jurassic Park. On avait un peu l'impression à cette époque-là, en 93, un mec s'était réveillé un matin, avait allumé un ordinateur et d'un seul coup il avait fait un tyrannosaure qui était photoréaliste et parfait, quoi. Et c'est vrai que du coup il y avait une vraie question à l'époque de l'histoire des effets spéciaux et de comment c'était arrivé au cinéma et des différents défis que ça a posé. Et donc à l'époque, il avait commencé à en parler comme étant un projet de documentaire au format 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et l'idée, c'était juste de chercher les extraits et de pouvoir faire une petite séquence sur chaque trucage d'effets spéciaux. Et j'étais pour le coup vachement intéressé parce qu'en plus, il débarquait tous les jours en me sortant une nouvelle scène dont j'avais aucune idée, un film dont j'avais jamais entendu parler, ce qu'il continue à faire d'ailleurs. Parce qu'il arrive toujours à en dénicher je sais pas trop où, et il me parlait toujours il me faisait découvrir vachement de trucs, et ça a toujours été ce qui m'intéressait en fait. Enfin, je me suis toujours intéressé à ce qu'il y avait derrière les choses, en particulier dans le cinéma. J'ai jamais eu assez de making-of dans mes films, c'était l'époque aussi où on commençait à avoir des making-of corrects. C'est vrai qu'il m'a tout de suite intéressé avec son projet, et que j'ai continué à le suivre au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui me parlait complètement, et j'avais envie de l'aider, j'avais envie de voir ce que ça allait donner, et je trouve que ça donnait quelque chose de très intéressant. Rentrée 2005, début de licence LLCE anglais à la fac de Saint-Quentin en Yvelines. Le cursus permettant de suivre des cours d'histoire du cinéma, je réalise assez vite que mon CGM Project pourrait bien me faire un très bon sujet de fin de semestre à présenter. Une présentation orale aura d'ailleurs lieu le 13 décembre 2005, entièrement filmée à l'époque par mon père. We can say it's nearly finished because we don't even have a precise list of CGI movies. Pour cette présentation, j'obtiens alors la note de 15 sur 20 avec quelques remarques très justes concernant le projet en lui-même. Il faut savoir que, à ce moment-là, CGM devait simplement être une collection de scènes issues des différents films trouvés avec un commentaire audio expliquant comment chaque effet avait été réalisé par les différentes compagnies concernées. Sauf qu'en 2005, ni Facebook ni Twitter n'existaient et le réseau professionnel LinkedIn n'en était encore qu'à ses balbutiements. Les informations étaient donc assez disparates sur la grande majorité des films de la liste, et c'est ce point précis que mes professeurs me reprochèrent lors de la présentation du projet à la fac en fin de premier semestre. Pendant mon second semestre, je choisis ainsi de présenter 3 scènes de films avec des cartons d'introduction permettant de montrer les évolutions techniques d'une décennie à l'autre. Mais parmi ces 3 films, l'un d'eux ne contenait d'ailleurs pas d'image de synthèse, The Andromeda Strain de Robert Wise, sorti en 1971, soit 2 ans avant Westworld de Michael Crichton, le véritable tout premier film à se servir d'images générées par ordinateur. Mon intérêt pour le CGM Project connaîtra cependant une première pause fin 2006, après la présentation à l'oral d'une variante mettant les films entièrement générés sur ordinateur en avant, iCGM. Il faut dire qu'à ce moment-là, ma liste de films continuait de s'allonger sans que je puisse en voir le bout, me démoralisant continuellement. Mais il y avait surtout une autre création, audio cette fois, qui avait commencé à prendre de l'ampleur et gagnait petit à petit en popularité, ma saga MP3 Banal Reality 6, parodie du jeu de Square Enix Final Fantasy VI.
Vous détestez votre prénom? Vous haïssez vos parents pour avoir ruiné votre existence? Vous venez de gagner un procès contre eux qui vous a laissé riche et vous ne savez pas quoi faire de tout cet argent? Découvrez le service changement de prénom. Moyennant l'équivalent de l'intégralité de votre compte à la Mock Post, vous pourrez bénéficier d'une nouvelle identité parfaitement adaptée à vos besoins, idéale pour commencer une vie nouvelle au service de l'Empire castré ou en marge de la racaille otakesque des Runaways. N'attendez plus, contactez dès aujourd'hui Gork Amnetrix pour obtenir un devis payant, découvrir nos offres spéciales limitées avec crédit sur 1000 ans, ou encore profiter de réductions exceptionnelles pour les moins de 14 ans, sponsorisées par le roi de Figarette. Le CGM Project n'est cependant pas abandonné, mais plutôt remis à plus tard. En effet, l'arrivée des supports physiques haute définition, promettant enfin une qualité quasi équivalente au standard numérique 2K, je me dis que travailler avec des sources DVD sera bien vite dépassé. Néanmoins, même en 2018, certains films ne sont toujours pas passés ni à la 4K, ni même en haute définition, Lensman, prisonnier du laserdisc depuis 1984, et Looker, seulement sorti en DVD en 2008. Et justement, en 2008, c'est le début d'une autre aventure très chronophage pour moi, Total Manga. Total Manga était un site français parlant exclusivement de culture japonaise et ma toute première expérience en tant que journaliste ainsi que monteur vidéo. De 2008 à 2014, j'ai ainsi tissé des liens avec de très nombreux professionnels du milieu, mais aussi et surtout interviewé des personnalités du jeu vidéo, manga et autres univers de la culture geek. En parallèle, je reprends le CGM Project à l'été 2011 pendant mon BTS communication. Pourtant, ce ne sera pas avant l'été 2013, à l'issue de mon stage post-BTS de 6 mois en agence de communication, que le CGM Project ne se concrétisera, simplement renommé CGM pour Computer Graphics in Movies. Voyant le succès de mon acolyte Durandal sur YouTube avec son format Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, j'écris CGM avec l'objectif d'évoquer un film par épisode. Le générique, inspiré par l'émission culte Merci d'Allociné, est monté le 26 août 2013, le premier épisode, quant à lui, sera tourné 2 fois avant de connaître un remake début 2018. Pourquoi 2 fois? Tout simplement parce que je débutais alors dans l'exercice de la présentation et que la première version était, de mon propre aveu, catastrophique avec un cadrage très mal agencé. Pour les débuts de CGM, pas de fond vert, juste un logo affiché sur l'écran de télévision, qui n'était pas celle-ci à l'époque, mais une beaucoup plus petite, ce qui rendait les choses un peu plus difficiles à cadrer. Par exemple, si j'affichais ce logo ici, ce serait déjà un peu plus grand par rapport à ce que j'avais à l'époque. L'épisode 1 de CGM sort le 30 août 2013 et, grâce au partage de Durandal, permet de dépasser les 500 vues en 24 heures, tandis que la barre symbolique des 100 premiers abonnés est franchie en même temps. Un début encourageant pour moi, qui me pousse à sortir un épisode toutes les 2 semaines au début, rythme qui sera respecté jusqu'à la sortie de l'épisode 5 sur les premiers films Star Trek le 29 octobre 2013. Il faut savoir qu'après, à partir de l'épisode 4, j'ai commencé à filmer avec un fond vert et, n'ayant pas de drap fond vert, j'ai pris ce que j'avais sous la main, à savoir un PNG de couleur verte qui me permettait d'afficher ce que je voulais en post-production juste ensuite. Et il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas aussi bien équipé que maintenant avec mon petit 700D et mon fameux 1835 f1.8 de chez Sigma, et donc je filmais avec une vieille caméra sortie en 2007, mais qui était très bonne pour 2007, la Sanyo Xacti HD 1000, qui en fait est sous forme d'une espèce de pistolet avec cet objectif que vous voyez dessus qui est en fait un grand angle rajouté sur l'objectif de base, qui permettait à l'époque d'avoir un zoom 10 fois en optique et non numérique, et qui permettait d'aller jusqu'à 1080i en image, mais avec un débit malheureusement limité à seulement 11 mégabits par seconde, ce qui forcément limitait un peu la qualité d'image. Les épisodes s'enchaîneront par la suite de façon mensuelle jusqu'à l'épisode 8, avant de passer en bimensuel jusqu'à l'épisode 11, et enfin trimestriel jusqu'au second hors-série consacré à Star Wars. Pourquoi un tel allongement dans la durée des sorties? Principalement en raison de 2 choses. L'amélioration de la qualité et une certaine recherche d'authenticité pour se démarquer, notamment avec des intervenants d'époque qui livrent leurs histoires dès l'épisode 7. Mais aussi et surtout la nécessité de travailler à côté, CGM ne me rapportant vraiment rien du tout à cette époque. Car si les débuts ont été encourageants, il faut savoir que je n'avais même pas 500 abonnés après la sortie de l'épisode 7, début janvier 2014. Heureusement pour moi, le 27 janvier 2014, un second vidéaste va me mettre en avant, Loki. En janvier 2014, j'avais voulu essayer de lancer une émission qui présentait des chaînes YouTube. J'ai arrêté parce qu'il y avait d'autres personnes qui savaient faire ça bien mieux que moi. Mais il n'empêche que je voulais que dans l'émission, les gens découvrent 3 chaînes et que les propriétaires de ces chaînes parlent de leur travail. Je pense que c'est Durandal qui m'a présenté Gorkab. Après, il n'est pas impossible que par le plus grand des hasards, dans la même période à peu près, je sois tombé sur la chaîne de Gorkab en cherchant des vidéos
sur les effets spéciaux. Parce que je suis un gros bouffeur de making-of, j'adore ça. Les effets spéciaux, ça m'a toujours inspiré, donc voir quelqu'un en parler, je trouve ça d'autant plus passionnant. Gorkab, il le fait bien. C'est ça aussi qui m'impressionnait pas mal. C'est du vrai taf de journaliste et c'est de l'investigation pure. Ces émissions, c'est des cookies et les informations qu'on a dedans, c'est les petites pépites de chocolat. Du coup, moi je savoure ça, mais avec un vrai petit plaisir. Une passion, en gros, ça se partage. Et je m'étais dit que ce serait bien si les gens pouvaient découvrir un côté du cinéma qu'ils ne connaissaient pas. C'est une page de l'histoire du cinéma qu'on pense connaître à travers des trucs bateaux comme Ultron, Terminator 2 et Jurassic Park, en se disant ouais là, alors l'histoire du cinéma nous dit que l'image de synthèse a commencé avec ça. Et là Gorkab il arrive comme ça et sur cette page d'histoire il met ça d'annotation en disant ah non mais attention, il y a eu ça, ils ont fait ça comme ça. Du coup le contact a été facilité par le fait qu'on aime tous les deux les effets spéciaux. Je pense qu'on pourrait nous caricaturer en disant que lui c'est le numérique et moi c'est les effets pratiques. Mais il adore tout autant ça. Il y a un truc qui me colle sur le cul encore. Je pense qu'il y va au culot. Il arrive à avoir des gens reconnus dans le métier, qui ont bossé sur des films hyper importants. Il arrive à aller à la source pour avoir ces infos. C'est génial. Je connais vraiment très peu de chaînes sur YouTube qui poussent le vice jusque-là, sans être une grosse équipe en plus. Je me dis waouh, ok, je suis content qu'il ait les bons contacts et qu'il ose y aller. Moi j'y arrive pas, je suis trop timide, et je suis jaloux. Mais malgré cela, le compteur peine à monter. La barre des 2000 est franchie 8 mois plus tard, le 21 septembre 2014, les 5000 le 26 novembre 2015, suite à la sortie de l'épisode hors-série Star Wars, et enfin les 6000 le 20 décembre 2015, suite à mon featuring dans le Motion vs History 5 de Nota Bene, consacré à Star Wars. Un grand merci à lui au passage. Y a pas de quoi, camarade. Mais alors que je me dis que c'est lancé, je suis obligé de mettre la chaîne au ralenti sur toute l'année 2016 pour cause de nouveaux jobs alimentaires. Une pause qui sera cependant bénéfique sur de nombreux points et notamment pour aller plus loin sur les interviews. Progressivement, j'ai introduit dans CGM des interviews des créateurs des films évoqués. Ainsi, dès l'épisode 4, je m'entretiens avec Jérôme Diamant-Berger à propos de son film L'Unique, premier long métrage français à utiliser de l'image de synthèse. Mais c'est avec l'épisode 10, le moins visionné de tous les épisodes numérotés à ce jour, que je passe à la vitesse supérieure en demandant régulièrement à mes intervenants de présenter chaque début d'émission avant le générique. Hi, I'm Clive Smith, director of Rock and Roll, and you're watching CGM. Episode 10 on rock and roll. Ceux-ci sont d'ailleurs bien souvent enthousiastes à l'idée de le faire, certains n'ayant jamais pu parler publiquement de leur travail sur les films évoqués avant cela, d'autres jouant carrément la carte de la mise en scène, comme Terrence Mason sur le hors-série Star Wars, qui avait réuni le plus d'objets possible en rapport avec la saga pour son passage dans l'émission. Un vrai plaisir. Mais pour ce 15e épisode de CGM, la tâche fut encore plus ardue côté interview, puisque pour la première fois, j'allais réaliser un épisode sans aucun intervenant anglophone et sur des films qui n'avaient tellement pas fonctionné auprès du public que l'un d'eux était uniquement sorti en VHS de Vidéo Club et l'autre en DVD allemand sans le doublage français original. Ce sont donc pas moins de 8 interviews qui ont été réalisées en l'espace de 5 mois, la majorité directement en me déplaçant sur les lieux de travail de chacun. Une véritable enquête policière qui aura donné lieu au plus gros travail d'écriture et de vérification de tous les CGM au moment où ce making-of est publié en ligne. Vous êtes fan de Johnny, vous? Non, pas du tout. L'épisode 15 de CGM est aussi le premier à introduire une petite dose de fiction dans l'émission avec un tournage effectué à la Bibliothèque nationale de France un matin glacial d'avril 2016 pour éviter la présence de passants, même si, en définitive, certains d'entre eux seront tout simplement effacés en post-prod grâce à l'ajout de simples caches. C'était aussi la toute première fois que je laissais carte blanche à une plume extérieure après des collaborations passées sur Disney avec Ginger Force et Labyrinthe avec Gilus. Mais cette fois, sur un pan complet d'un épisode, sur un sujet complexe et épineux. Johnny Hallyday? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça doit dater à peu près 2014, je pense. Gorkab est venu me demander si j'avais déjà vu le film Terminus. Je connaissais la chose, mais bon, j'y avais pas porté beaucoup d'intérêt jusqu'alors. Je crois qu'en fait, le film, j'ai dû le voir quasiment du coup le soir même ou le lendemain conséquemment. Il m'a dit qu'il avait prévu de faire un épisode de CGM sur les films français.
Et il m'avait parlé de ce film qu'il voulait traiter. Et je lui ai dit du coup, un peu à moitié sérieux, à moitié pour rigoler, si tu traites de Johnny Hallyday, il faut absolument que je sois dedans, quoi. Parce qu'il savait que j'étais fan de Johnny depuis un moment, on se connaissait depuis l'époque du Démon du Rire. Puis ça doit être vers septembre ou octobre 2015 qu'il est venu me reparler sur Skype. Et qui m'a dit, ça y est, le projet est lancé, j'en suis à cet épisode et tout. Et c'est là qu'il m'a dit, à la rigueur, ce qui serait bien, c'est que tu écrives toi-même ton pan de scénario. Puis bon, donc du coup, j'étais très honoré finalement qu'il me laisse carte blanche là-dessus. Parce que c'était un exercice que j'avais jamais fait, écrire un truc pour une vidéo YouTube. Et puis bon, en fait, finalement, ça s'est fait assez simplement parce que je connaissais quand même bien mon sujet. Et puis je lui ai envoyé le texte, il était très content de ça. Pour le tournage, ça a été assez drôle. C'était donc à la bibliothèque François Mitterrand, là, donc nous sommes revenus sur les lieux du crime. Et en fait, il était prévu à la base qu'il y ait un peu plus de personnes qui viennent assister à l'enregistrement. Et puis en fait, à cause des emplois du temps de chacun et tout, ça n'a pas pu se faire. Et donc au final, on a tourné qu'avec Dave et le Toast, le bien nommé. Ça a été très, très drôle. Ça s'est fait très instinctivement, quoi, hein, très, très improvisé, quoi. Le Toast qui avait quasiment aucune continuité physique dans tout l'épisode. Dave qui improvisait un peu toutes ses apparitions. Et il y avait juste moi et Gorkab qui avions un truc un peu scripté. On s'est quand même plutôt bien marré sur cette séquence. C'était même à la fin de mon stage en fait. Le lendemain en plus je devais quitter Paris donc on a fait ça un peu en rush même mais non. Quand même un bon souvenir. 2016 est également la première année où je réussis à interviewer des légendes des effets spéciaux en direct sans passer par mail, Skype ou autres réseaux sociaux. Le Paris Image Digital Summit invite en effet, en janvier de cette année-là, l'immense Dennis Muren, superviseur des effets spéciaux sur Star Wars, Indiana Jones, Terminator 2, Abyss et tant d'autres pépites du cinéma de divertissement. Si cette interview ne dure malheureusement que 5 minutes seulement, elle ouvre la porte à d'autres rencontres qui auront lieu les années suivantes avec John Serrou, Joe Letteri ou encore le génial Phil Tippett. Enfin, toujours en 2016, CGM est auto-édité pour la seconde fois en DVD après une première version contenant les 13 premiers épisodes ainsi que le hors-série Final Fantasy réalisé pour la première édition de la convention Neocast. Pour cette seconde version, baptisée CGM LD Box, en hommage au format vidéo Laserdisc, on pouvait y retrouver les 15 premiers épisodes, les 2 premiers hors-série, les 3 premières interviews, en plus d'un commentaire audio séparé pour chaque épisode. Le tout sur 2 disques DVD double face, dont l'autoring avait été confié à Mr. Fox, bien connu pour ses fameux Fox DVD. Avec Gorkab, on discute assez régulièrement de nos projets respectifs, etc. Et on est tous les deux intéressés par l'autoring, le DVD, etc., les supports physiques. Et quand il m'a parlé de son projet de Laserdisc Box, bah j'ai tout de suite été emballé. J'étais emballé parce que, en soi, le support Laserdisc, c'est un support pas très connu des gens. On a souvent l'image du croisement entre le vinyle et le DVD, et c'est exactement ça, en fait. C'est un DVD... très gros, on change de face au cours de la lecture. Ouais, c'est un vinyle vidéo. Appelons-le vidéo vinyle. Et donc, il voulait faire une simulation de vidéo vinyle. Moi, j'ai trouvé l'idée sympa, sachant que moi-même, de base, je m'amuse assez souvent à faire du mimétisme VHS. Là, actuellement, je suis un projet de mimétisme de cassette audio, donc... vraiment, tout ce qui est vieux support imitation de vieux support, ça me plaît. Donc j'ai accepté de faire le truc. Du coup, c'était assez marrant parce qu'il y avait toute la partie de simulation de Laserdisc à faire. Donc les écrans bleus, les faux logos, THX, Gorkab, etc. Donc voilà, c'était plutôt marrant à faire. Il y a une partie qui était pas drôle, c'était la synchronisation des sous-titres. Parce que des fichiers sous-titres, c'est un format très particulier, il faut qu'ils soient bien adaptés au logiciel d'autoring. En parallèle, il fallait les recaler une par une parce qu'il y en avait 3 et il n'y avait pas un fichier global, mais il y avait 3 fichiers, sachant que sur le DVD c'était un seul fichier chapitré, donc il a fallu refaire ça manuellement à la fin. Étant donné les délais, j'étais un petit peu comme le monsieur sur cette affiche, mais dans l'ensemble c'était plutôt rigolo et ça s'est plutôt bien passé. Pour résumer, participer au DVD de CGM, c'était une grande aventure humaine.
C'est bien ça qu'on dit sur les making of. Ouais. Grande aventure humaine. Il faudra cependant patienter jusqu'à 2017 avec la fin de mon contrat à plein temps pour que je me remette plus sérieusement à de nouveaux CGM, notamment avec l'épisode 16 sur le morphing, mais surtout l'introduction d'un premier format court, CGM Anecdote. CGM Anecdote est né de deux constats. Le premier, c'est qu'à force de faire des interviews, j'avais accumulé masse de petites anecdotes sur différents films, mais pas assez pour justifier de faire un épisode complet à chaque fois. Et la seconde, c'est que j'avais envie de m'essayer à un format très court, entre 2 et 5 minutes, qui pourrait avoir le niveau d'un gros épisode, mais avec beaucoup moins de temps de préparation, potentiellement pour des sorties mensuelles. Et pour compléter le tout, je voulais que chaque anecdote soit l'occasion de voir le logo de CGM se faire massacrer à chaque intro. Si le premier, sur Retour vers le futur 2, sera réalisé par Romain Revers, avec une recréation du fameux Bruce le requin qu'il avait refait pour un autre projet, c'est Bastien Fralin qui sera ensuite chargé de donner vie à ces destructions. Qui est Bastien Fralin? Eh bien tout simplement l'infographiste qui a donné vie, depuis 2015, à toutes les animations 3D visibles dans CGM, à commencer par le générique. Au début de l'année 2015, je travaillais à l'époque sur un projet de court-métrage d'animation 3D, en rendant hommage aux images de synthèse des années 80. Et comme je le fais sur la plupart de mes travaux, je cherchais pas mal de documentation, et en me baladant sur YouTube, totalement par hasard, je suis tombé sur l'épisode 1 de CGM consacré à Westworld. Je trouvais cette petite chronique très plaisante, donc j'ai automatiquement enchaîné sur l'épisode 2, l'épisode 3, 4 et ainsi de suite. Ce qui m'a définitivement conquis, c'est le fait que Gorkab avait procédé à un véritable travail d'investigation en prenant contact directement avec les artistes, les techniciens et les pionniers de l'image de synthèse ayant travaillé sur les films traité dans la chronique. Je me souviens que quand j'étais étudiant en 3D, je me suis senti très frustré de ne pas avoir de cours d'histoire de l'image de synthèse. CGM arrivait à point nommé et je l'ai vraiment vécu sincèrement comme une bénédiction. J'ai très vite pris la décision de contacter Gorkab en lui proposant mon aide sur la création d'éléments 3D pour sa chronique. Il m'a répondu très vite, très gentiment, en me proposant de créer son nouveau générique. On s'est très vite mis d'accord, Gorkab et moi, sur un hommage à la scène de rêve du film Explorers de Joe Dante. Étonnamment, l'étape la plus courte de la réalisation du générique, ça a été la modélisation 3D, puisque je disposais déjà dans ma bibliothèque personnelle de l'essentiel des éléments visibles dans le générique. Il y avait notamment la lampe Luxo, le T-Rex, le paysage en circuit imprimé. C'était des objets que je devais au départ utiliser dans mon projet de court-métrage d'animation 3D qui n'a jamais été achevé, donc c'était une aubaine pour moi d'en faire quelque chose et de les utiliser sur un projet vraiment concret. Le choix du vaisseau Gunstar pour représenter la mascotte du générique sonnait vraiment comme une évidence parce qu'il s'agit tout simplement du premier vaisseau en image de synthèse de l'histoire du cinéma, et la phase de modélisation a été relativement simple puisque années 80 oblige, il s'agissait d'un objet avec une géométrie assez facile à reproduire. Et la petite touche finale consistait en l'ajout du logo de Gorkab sur l'un des côtés du vaisseau. La principale difficulté rencontrée sur le projet, ça a été la gestion du rythme. Le générique est constitué d'un seul et unique plan séquence, et il fallait non seulement que les images visibles coïncident avec la voix off qui était prédéfinie, mais aussi et surtout que chacune des informations visuelles soit visible suffisamment de temps à l'image pour que à la fois le profane et le connaisseur du sujet puissent s'y retrouver. Donc ça a été toute une série de compromis au niveau du rythme, combien de temps je fais apparaître tel extrait de film, combien de temps je consacre à tel gag du générique. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que sur n'importe quel projet, rien ne se passe jamais comme prévu. Il se trouve que la météo annonçait au même moment des orages. Et bien j'avais la désagréable surprise en checkant la progression qu'il y avait eu une panne de courant, que le rendu avait planté. Rétrospectivement, je n'ai pas à me plaindre. En tant qu'infographiste chanceux du XXIe siècle, j'ai la possibilité de faire mes rendus image par image, ce que n'avaient pas la possibilité de faire les pionniers de l'image de synthèse dans les années 70 et 80. Donc finalement, c'est pas si mal.
D'ailleurs, en plus de Bastien à la 3D, c'est une véritable team qui s'est formée au fur et à mesure du temps autour de l'émission, notamment pour le tournage des interviews. Jean-Baptiste a été le premier fin 2015, suivi par Quentin Delavectan Productions en 2016 et enfin Jeanne en 2017, qui a notamment documenté la première interview d'un futur projet de documentaire tourné à Londres fin 2017 avec monsieur Larry Yeager, un ancien de Digital Productions. Et du monde, il en aura fallu pour réaliser l'introduction de l'épisode 16 de CGM sur le morphing. Le but étant de reproduire l'effet popularisé à outrance dans les années 90, j'avais réuni une dizaine de vidéastes, filmés sur fond vert, qui devaient déclamer une petite partie de texte dans l'introduction, chacun de leur côté, avec des pauses d'entrée et de sortie pour permettre des transformations naturelles entre chacun d'entre eux. Un travail de détourage image par image qui m'aura occupé une bonne semaine complète et qui servira de bande-annonce pour l'épisode, qui était alors toujours en phase d'écriture, faute de sources suffisantes sur les films évoqués à l'époque. Sources qui sont d'ailleurs un point essentiel de l'émission, puisque je mets un point d'honneur à essayer de récupérer les meilleurs à chaque fois, puisant ainsi dans des décennies d'archives éditées sur support physique et plus particulièrement le Laserdisc. Le Laserdisc, ancêtre du DVD, a en effet bénéficié de nombreux documentaires, interviews et autres démos techniques qui n'ont tout simplement jamais été réédités autrement. Le format étant analogique, il est ainsi impossible de récupérer son contenu à la volée comme on le ferait aujourd'hui. Contrairement à la cassette VHS, le Laserdisc était équipé en standard d'options multilangues, de chapitrage, mais aussi d'une définition bien plus élevée, 425 lignes pour les disques NTSC. Ainsi, plutôt que de capturer en définition standard, j'ai fait le choix de numériser en haute définition 1080p à l'aide de deux boîtiers. Un Elgato HD60 permettant un encodage H264 à la volée en 30 images par seconde avec un débit de 30 Mbps par seconde et un convertisseur Péritel vers HDMI. Grâce à cela, il m'est possible de proposer une qualité d'archivage inégalée pour le support, très utile quand de nombreux bonus n'ont jamais été réédités sur DVD ou Blu-ray. Il m'est également arrivé de faire appel à des personnes extérieures, notamment pour numériser d'autres formats comme l'Umatic, des bandes professionnelles très utilisées par les studios dans les années 80. À mesure que j'avance dans CGM, mes attentes progressent elles aussi. Je n'hésite désormais plus à repousser les sorties des épisodes, notamment si je m'aperçois qu'il manque des éléments que j'estime essentiels à la construction de mes rétrospectives. Et ce problème est survenu lorsqu'il a fallu repousser l'épisode 17, consacré à la seconde vague d'animés japonais à utiliser de l'image de synthèse. Car si contacter des artistes français ou anglophones est aujourd'hui clairement à ma portée, le Japon est de son côté un pays relativement fermé lorsqu'il s'agit de trouver des artistes ayant œuvré sur des films d'il y a plus de 20 ans. Bien évidemment, cela peut des fois être le cas au détour de conventions telles que Japan Expo ou Paris Manga, comme avec Hidenori Matsubara à Paris Manga en 2014, qui avait fait partie du staff sur le premier film Patlabor de Mamoru Oshii. Mais voilà, pour laisser plus de temps à cet épisode, j'avais décidé de sortir un hors-série consacré au premier Matrix, après qu'un contact m'ait mis en relation avec le superviseur du Bullet Time, Kim Libreri. Hi, I'm Kim Libreri. I was the Bullet Time supervisor on the original Matrix. Manque de chance, du moins pour les abonnés de la chaîne YouTube, mon temps allait de nouveau être pris par du travail extérieur, ou plutôt 3 jobs extérieurs à CGM. Pion à mi-temps dans mon ancien lycée, monteur vidéo en intermittent chez Game One, et monteur freelance sur 3 interviews pour la chaîne Gong, suite à un voyage de presse à Taïwan. L'épisode censé faire patienter les gens en attendant que l'autre épisode ait plus de sources, venait ainsi lui aussi d'être repoussé, laissant la chaîne sans épisode majeur pour la toute première fois sur une période dépassant les 13 mois. Néanmoins, ce début d'année 2018 n'a pourtant pas été vide de contenu, avec une sortie majeure chaque fin de mois depuis janvier, et notamment le tout premier remake d'un épisode de l'émission, ressorti pour offrir un nouveau départ d'un niveau équivalent aux productions récentes de la chaîne, profiter de l'engouement pour la série télévisée Westworld, diffusée sur HBO aux États-Unis, et surtout, définitivement couper court aux problèmes de lecture rencontrés pour cause d'ayants droit musicaux. Et en parlant de musique, il faut savoir que depuis 2015, le groupe de reprise A Novel officie pour les crédits de fin, tandis que c'est le génial Vlad Tapas qui est à la barre pour le reste, avec la composition originale du magnifique thème de CGM, Bilinear 28.2, affichant au départ près de 12 minutes au compteur, avant de finalement passer dans sa version complète à près de 26 minutes, début 2017. S'il est désormais certain que je donnerai suite et fin au hors-série sur Matrix, l'émission, elle, n'est pas prête de s'arrêter.
Si ma volonté d'origine était de couvrir les 20 premières années de l'image de synthèse, soit de 1973 avec Westworld jusqu'en 1993 avec Jurassic Park, il est désormais assez clair dans mon esprit, avec le succès des épisodes considérés aujourd'hui comme hors-série, que CGM continuera bien au-delà de la trentaine d'épisodes envisagés à la base en 2013. Il y a tellement de films et de compagnies qui ont apporté des avancées majeures dans les effets spéciaux au-delà de 1993, et notamment la grandeur et décadence du géant informatique Silicon Graphics, que je pense sincèrement que ne pas couvrir ces événements serait vraiment dommage. En parallèle, je lancerai progressivement des projets indépendants de documentaires sur des sujets peu ou jamais évoqués en détail dans l'image de synthèse, grâce à mes contacts et amis désireux de faire évoluer les mentalités sur une industrie aujourd'hui autant indispensable qu'elle est méconnue aux yeux du grand public. En attendant, merci à tous pour votre soutien sur ces 5 premières années de CGM sur YouTube et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures numériques. Je suis content du coup d'avoir pu t'aider avec tes premiers abonnés et le palier des 10 000 avec le vlog qu'on a fait tous les deux sur Terminator 2 3D. Encore une fois, on se retrouve, hein, Terminator 2 à nouveau. Comment pourrais-je vous parler de Gorka Omnitrix? 3 mots. Banal Reality 6. Je souhaite que je puisse en apprendre comme ça pendant longtemps. Jusqu'à ce que toi t'en puisses plus. Ou que tu meurs. Donc le problème c'est qu'il essaye de me donner une réputation de fan que de Johnny alors que je n'écoute pas que ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est son objectif final. C'est bon? Vous avez ce qu'il faut? Est-ce qu'on a bien vu mon t-shirt? Est-ce qu'on a bien vu mon t-shirt? Non, je demande parce que bon voilà, je suis fait chier à le faire quand même. Bisous. Je suis aussi fan de Simon Garfunkel, de Alan Parsons Project, de Michael Field et tout. J'ai plein d'autres goûts. Essaye pas de me faire uniformiser mon truc. Personne ne le saura jamais. Personne ne le saura jamais.